Bonsoir à tous et nous démarrons une nouvelle semaine avec beaucoup de plaisir et très en forme d'ailleurs, même sur le grand rendez-vous. Toute l'équipe vous promet de vous faire passer une très agréable soirée en compagnie bien sûr des 4 rubriques et pourquoi pas aussi du journal qui viendra à 19h45. Ce grand rendez-vous démarre par la météo. Le grand rendez-vous ce soir se focalise sur un intrant indispensable à l'agriculture. Il s'agit des semences. Leur utilisation est encadrée par une loi, la loi UPOV. Mais qu'est-ce qu'elle apporte véritablement à l'environnement? Voilà la question à laquelle va répondre tout à l'heure Nature et Bien-être de ce grand rendez-vous. Un des mots dont souffle le plus le Made in Bénin est l'invasion du marché local par des produits étrangers. Et il est donc question de maîtriser d'abord le marché local. L'expert nous propose les leviers sur lesquels il faut donc appuyer pour faire consommer davantage le Made in Bénin, c'est-à-dire les produits au Bénin par les Béninois. Voilà donc le sujet concernant bien sûr l'expert de ce grand rendez-vous. Et puis nous serons avec les autant savants avec eux, nous serons en ligne pour y retrouver qui? Des répétiteurs. Oui, ça existe aujourd'hui, des répétiteurs en ligne. Comment ça se passe? Comment ça marche? Est-ce que c'est une opportunité pour les parents? Beaucoup de questions qu'il faut donc tout simplement creuser sur Autant Savoir de ce grand rendez-vous. Et puis, on parlera en fin de compte, on parlera bien sûr d'une banque agricole qui est très très importante à créer au Bénin pour la bonne marche de l'agriculture, puisque c'est l'une des bases, c'est l'un des piliers de l'économie béninoise. On se retrouve donc sur le monde agricole pour parler d'une banque agricole. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est un souhait pour les Béninois? Est-ce que c'est un souhait pour les acteurs de l'agriculture au Bénin? On va y répondre dans un instant. N'oubliez surtout pas que le journal, c'est à 19h45. Et ce soir, elle est là, Estelle Aurore Espérance Pazou, pour nous présenter cette édition. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assioun. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45 avec quel menu? Alors, comment arriver à concilier vie professionnelle et vie conjugale quand on est femme des médias? C'est autour de cette question que les femmes concernées ont échangé le 8 mars dernier. À travers exemples et communication, elles en ont davantage appris. Elles se définissent comme étant les Amazones des temps modernes. Et les femmes de Nyonou à Goodier ont décidé pour ce 8 mars d'aller en guerre contre les sachets plastiques. Et puis l'autre combat pour la femme, c'est d'être en bonne santé. Toujours pour le compte du 8 mars, l'association béninoise pour la planification familiale leur a offert un dépistage du VIH et du cancer du col de l'utérus.
Tous les détails sont à suivre à 19h45. Oui, à 19h45 avec votre joli visage ce soir. J'aime bien votre coiffure, hein. Elle est très très jolie, Estelle Pazot. Merci, Assio. Ah oui, on se retrouve donc à 19h45 pour les détails du journal, les titres déjà annoncés. Nous allons aussi ouvrir les plateaux en attendant bien sûr de vous retrouver. On commence par Nature et Bien-être. Nature et bien-être, ce soir, nous parlons de la loi UPOV et surtout de la gestion des semences qui est encadrée donc par cette loi. Qu'est-ce qu'elle apporte en réalité à l'environnement? Il paraît que c'est pour davantage protéger les sols, savoir en réalité ce qu'il faut comme semences concernant bien sûr les réalités de chacun des pays. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte en réalité, les gains et les pertes de la loi UPOV? C'est sûr. Ce grand rendez-vous, on suit d'abord ce reportage et on revient. Premier intrant de la culture, les semences sont indispensables dans le système agricole. Constituées essentiellement de graines, de bulbes, de tubercules, de noyaux et de pépins. Elles sont issues d'une partie de la récolte passée réservée pour une culture prochaine. C'est nous-mêmes qui produisons, et tels que Grande Morelle et Amarante et Chayo que nous appelons basilic, et il y a d'autres que nous-mêmes produisons. Au Bénin, certaines semences proviennent d'ailleurs et pour cause, la non-disponibilité de ces dernières au niveau local. Cependant, il se pose un problème de conservation. Les autres produits, ça vient de l'Europe, aux Pays-Bas, en France, tels que les laitues, c'est-à-dire les salades, les carottes, un peu de tout. Les produits qui viennent de l'Europe, parce que les méthodes de conservation, des fois, on n'a pas le résultat. Les pépinières que nous faisons, nous n'avons pas les 80% de germination. Peut-être c'est pour pallier à ces difficultés que le gouvernement œuvre désormais pour son adhésion à la Convention internationale de la protection des obtentions végétales UPOV. Une loi qui porte sur les variétés de culture. Mais les paysans, paysannes et les acteurs de la société civile se disent être contre cette démarche de ratification. Pour eux, la loi UPOV ne profite pas le Bénin. Allez, merci beaucoup donc à vous, Cécile Roundé, d'avoir revu ce reportage de Thibault pour nous sur cette édition de Nature et Bien-être où nous parlons bien sûr des semences et surtout cette loi qui les encadre désormais. Et pour ce plateau, nous recevons M. Bertrand Yerwenou. Vous êtes le secrétaire permanent de Synergie Paysanne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir parler de cet intrant indispensable à l'agriculture, mais qui aussi participe beaucoup à la gestion de l'environnement, puisqu'il faut savoir gérer l'environnement pour permettre bien sûr à ces semences-là de germer comme il le faut. Alors, on se pose la question de savoir, quel lien il y a entre environnement et les semences? Merci beaucoup. Oui. Les semences... Après la terre, qui est la première ressource pour le paysan, oui, c'est les semences. Et les semences sont très importantes. Et si le paysan n'utilise pas de bonnes semences, il peut polluer l'environnement. Parce qu'il y a des semences qui obligent le paysan à utiliser par exemple des engrais chimiques, à être dépendant des pesticides, alors qu'au niveau du monde agricole, on fait la promotion de l'agriculture familiale aujourd'hui, qui demande beaucoup plus l'utilisation des semences paysannes, qui permet aux paysans de faire de l'agroécologie. Donc, comme quoi, les semences ont aussi des impacts sur le sol. Tout à fait. Donc, il faut savoir choisir ces semences-là concernant, par rapport bien sûr aux réalités de chacun des pays. Exactement. On peut le dire ainsi. Alors, si c'est ainsi, est-ce que c'est cela qui justifie la mise en place de cet encadrement, c'est-à-dire la loi UPOV? Au fait, la loi UPOV ne vient pas aujourd'hui pour encadrer les semences en tant que telles. Ah, d'accord. Mais c'est une convention
qui a été créé en 1961 et qui a été révisé 3 fois, en 1972, en 1978 et la dernière fois en 1991. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'UPOV 91. Et, au fait, l'UPOV, c'est pour protéger, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Donc en quelque sorte, c'est comme si quelqu'un qui fait une découverte sur du végétal, la loi UPOV vient protéger ses intérêts, en fait. Ah, en fait, ça vient protéger les intérêts de l'obtenteur. Celui qui découvre est appelé l'obtenteur. L'obtenteur du végétal est protégé par l'UPOV. Par l'UPOV. En réalité, bon, alors, qu'est-ce qu'on gagne du point de vue environnemental aujourd'hui en adoptant, bien sûr, cette loi, en signant cette convention au Bénin? Le décret du 10 février 2017 transmet l'UPOV à l'Assemblée nationale pour être ratifié, pour demander aux députés de voter l'autorisation du Bénin à adhérer à l'UPOV. Si on ne prend rien d'autre que les arguments dans ce décret du gouvernement, dans ce décret, c'est dit que le paysan peut avoir de nouvelles variétés et il pourra faire plus de revenus et il peut même devenir obtenteur. Est-ce que vous voyez, c'est les arguments que le gouvernement avait pris en introduisant l'UPOV à l'Assemblée. Mais en réalité, l'UPOV tel que c'est contraignant, le paysan, j'ai vu dans le téléfilm tout à l'heure que le paysan, après sa récolte, arrive à tirer la semence et peut semer la campagne qui suit. Mais si on va à l'UPOV, le paysan ne peut plus faire ça. Le paysan ne peut plus tirer la semence protégée par l'obtenteur. Le paysan qui a acheté, d'abord il doit acheter pour semer. La campagne qui suit ne peut plus prendre de sa récolte pour semer encore. Il est obligé d'aller acheter auprès de l'obtenteur la semence. Et pourquoi voilà, on met en place cette barrière-là? C'est un retour sur investissement. Ça doit avoir quand même des avantages du point de vue environnemental, c'est pas... Avantage du point de vue environnemental, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est des semences qui amènent le paysan à être dépendant des pesticides, à être dépendant de l'engrais chimique. Et je prends par exemple le maïs. Aujourd'hui, si le Bénin ne protège pas son maïs et va à l'UPOV, la loi UPOV dit au niveau de l'article 14 que la variété est nouvelle parce qu'il faut que les variétés prennent 4 critères. Il faut la nouveauté, l'homogénéité, la distinction et la stabilité. Et quand on prend rien que le caractère nouveau de la variété, c'est toute variété qui n'est pas protégée à la date de demande d'adhésion du pays à l'UPOV. Donc si par exemple on ne protège pas ce qu'on mange comme le maïs et qu'on va à l'UPOV, c'est que le paysan va avoir peut-être notre maïs là, que quelqu'un dit que c'est lui qui a découvert et qu'on vient nous protéger et on dit que c'est une obtention. Est-ce qu'on a déjà des semences protégées au Bénin? Voilà. C'est pour ça que les semences ne sont pas encore véritablement protégées. Et le 13 mars 2018, on a eu des échanges avec le ministère de l'Agriculture et les députés. On a dit que le Bénin a besoin de régler des préalables avant d'aller à l'UPOV. Si l'UPOV présentait des avantages, en termes de préalables, c'est de protéger d'abord ce que nous mangeons. On a près de 13 000 variétés, paraît-il. Et il s'est fait que le 16... De maïs seul? Non, de toutes les semences. Ok, d'accord. Donc, on s'est dit... Il faudrait qu'il y ait un catalogue de semences au Bénin. Il faudrait qu'il y ait un comité national de semences au Bénin. Donc le 16 mars, le gouvernement, le Conseil des ministres a pris des décrets pour instituer le catalogue national de semences. Très bien. Donc il reste le travail à actualiser ce catalogue-là pour que le comité aussi travaille à recenser pratiquement tout ce qu'on a comme semences qui participent en réalité à notre sécurité alimentaire. Parce que les pays de l'Europe, avant d'aller à l'UPOV, ont d'abord protégé ce que leur communauté mange. Et les obtenteurs n'ont que les fleurs à protéger. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils découvrent, ils ont un brevet en quelque sorte,
qui est très contraignant pour la communauté. La communauté. Voilà, donc il est question donc de procéder d'abord donc à la protection, bien sûr, de nos semences, ce qui est déjà enclenché. Ça a démarré, mais ce n'est pas encore finalisé. C'est pas encore finalisé. Donc, on demande à la recherche, à l'INRAB, de prendre d'abord le temps de recenser et d'encadrer tout ce qu'on a comme ressources. Parce que quand l'obtenteur viendrait, par exemple, pour protéger le maïs, c'est que même celui qui achète le maïs issu du champ, dont les semences ont été achetées, bien entendu, au préalable, celui qui va transformer ce maïs, par exemple, en bouillie, pour des fins commerciales, doit payer le droit à l'obtenteur. Ah, d'accord. Vous voyez, déjà, donc la vendeuse de Akassa ne peut pas aller faire son Akassa si elle n'a pas eu l'autorisation de l'obtenteur du maïs, par exemple. Donc, vous voyez, déjà, c'est pour expliquer... De la variété, de la variété. Alors que le 17 décembre dernier, 2018, les Nations Unies ont voté la déclaration du droit des paysans. Le Bénin a voté pour cette déclaration, comme d'autres pays. Et dans cette déclaration, vous allez au niveau de l'article 19, au point 8, c'est dit que le paysan doit pouvoir utiliser la semence qu'il veut, doit multiplier librement, prendre la semence de son choix. Alors que l'UPOV, ce n'est pas ça. Si on va à l'UPOV est contraire à cette disposition, et c'est bien dit au niveau de l'article 19, on a cité l'UPOV, que aller à l'UPOV ne doit pas empêcher les paysans de pouvoir librement échanger, produire leurs propres semences. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bertrand Yawenou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de Synergie Paysanne. Avec vous, on a pu voir clair un peu dans ce que c'est que cette loi, la loi UPOV, ce qu'on peut y gagner et ce qu'on peut y perdre. Et je pense que le Bénin gagnerait beaucoup plus à gagner, à protéger bien sûr ces semences, ce qui est déjà enclenché. Ouais. On espère bien qu'on ira à la finalisation avant maintenant d'aller maintenant à l'UPOV. Merci beaucoup à vous et à très très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci. On va sur le marché local. Et ça, c'est pour parler, mesdames et messieurs, oui, c'est pour parler bien sûr du Made in Bénin, ce qu'il faut pour davantage faire consommer les produits béninois aux Béninois. C'est l'espère. Ah oui, aujourd'hui nous parlons d'un mal. Je pense que c'est l'un des grands maux dont souffre le Made in Bénin. Il s'agit bien sûr de l'invasion des produits étrangers du marché local. Il faut donc maîtriser ce marché pour permettre aux producteurs béninois de pouvoir gagner davantage. Je dirais que c'est une semaine sur le Made in Bénin que nous ouvrons sur la rubrique Expert de ce grand rendez-vous. Bonsoir, monsieur Aroton. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour parler bien sûr du Made in Bénin. On se pose la question de savoir quels sont ces leviers sur lesquels il faut donc se baser pour permettre aux consommateurs béninois de s'asseoir, de maîtriser, de connaître davantage son marché et de pouvoir offrir le produit et qu'il faut en réalité pour que le consommation local soit une réalité au Bénin. Alors, dites-nous déjà, est-ce que réellement vous pensez en tant qu'entrepreneur que le Made in Bénin est en train de prendre sur le marché local? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je dois vous dire oui. Parce qu'aujourd'hui, avoir depuis près de 2 ou 3 ans, la consommation locale est en train de prendre à petits pas, on peut le dire, ou à grands pas, on peut encore le dire. Parce que si vous voyez les fêtes passées, et en ce qui concerne la consommation de nos produits locaux, notamment la volaille, la viande de la volaille locale, ce que les gens appellent les poulets bicyclettes, oui. Communément les poulets bicyclettes. Je crois que ça a pris, la consommation a pris un élan vraiment considérable et c'est très important aujourd'hui. Et aussi au niveau de la consommation de notre riz,
qui est produit au Bénin le riz béninois aussi a commencé par être consommé davantage. La consommation prend à petits pas à certains niveaux. Donc, en général, si nous prenons avec nous nos enquêtes, les statistiques que nous avons à notre niveau concernant la production de la volaille locale et du poisson, communément appelé akpavi, le poisson tilapia, nous pouvons dire que la consommation s'apprend. Alors, quels sont donc les facteurs qui ont favorisé l'acceptation de ces produits-là sur le marché local? Vous avez parlé de la volaille, vous avez parlé du poisson akpavi, vous avez parlé également du riz béninois. Quels sont ces leviers-là? En fait, nous pouvons dire d'abord que c'est manque d'information qui nous amène à nous abonner plus aux produits importés, parce que tout d'abord, si vous consommez les produits locaux, vous créez d'abord des emplois sans le savoir. Parce qu'une fois que le produit est cultivé ici et consommé ici, il y a ce qu'on appelle l'animation de la vie économique locale que vous préservez. Quand je prends, dans mon cas, dans un village très éloigné de Cotonou, ce que je produis là-bas est consommé à Cotonou. Si c'est consommé, moi j'ai besoin de main-d'œuvre là-bas pour pouvoir produire en quantité. Voilà. Et chaque fois que j'ai besoin de main-d'œuvre, je fais un recrutement, je fais des recrutements. Celui qui vend, le client qui vend ici aussi, lui aussi, il a besoin de faire des recrutements pour des agents commerciaux pour pouvoir bien vendre. Donc, c'est un levier très important et la lutte contre le chômage que nous ignorons. Le second volet, vous devez comprendre aussi que si tout se fait ici, et l'abondance sera exportée. Et quand nous exportons nos produits, nous aurons la devise chez nous. D'autant plus que nous sommes dans un pays où, entre guillemets, nous n'avons pas notre propre monnaie. Il faut que la devise reste chez nous. Et pour que la devise reste chez nous, nous devons plus miser sur l'exportation que sur l'importation. Okay. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, il faut donc maîtriser ce marché. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des produits qui ont quand même de la côte sur le marché béninois. Le Bénin ne produit pas que de la volaille, du poisson, ne produit pas que du riz. Il y a beaucoup d'autres produits qui subissent de plein fouet la concurrence, je veux dire l'invasion des produits étrangers. Comment maîtriser le marché local de façon générale? Quels sont les leviers sur lesquels il faut donc se baser? Oui, nous avons plusieurs leviers, vous savez. Il faut que tout ce que nous produisons soit d'abord de la qualité. Ah, oui. Et c'est en consommant davantage que nous allons améliorer la qualité. Et là, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'encadrement technique, c'est-à-dire le renforcement de la capacité pour savoir quelles sont les normes de production. Parce que tout ce qui se produit, quand vous prenez l'agriculture conventionnelle, on ne sait pas quelle quantité d'intrants utiliser au maïs, que ce soit pour le coton, que ce soit pour les produits maraîchers, par exemple. On ne sait même pas quelle est la quantité normale qu'il faut utiliser. Donc, à ce niveau, le problème se pose et les gens arrivent à produire en grande quantité. Et c'est après la production maintenant que le client fait un test pour dire non, il y a excès d'utilisation des intrants. Donc, il y a le renforcement de capacité qui est capital et là, c'est au niveau des autorités politico-administratives qui peuvent essayer d'accompagner les producteurs à ce niveau. Mais quand vous le dites ainsi, quand on parle de la qualité, ça dépend d'ailleurs déjà du producteur. Mais quand vous indexez directement les autorités administratives, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est les autorités qui vont venir produire en lieu et place des producteurs que vous êtes? Non, je parle de l'encadrement en fait. De l'encadrement. De l'encadrement, parce que vous savez, quand on dit renforcement de capacité, ce n'est pas nécessairement la tenue de caisse, la gestion, tout ça là. C'est au niveau de la production même. Parce que ce que nous produisons, si ce n'est pas de la qualité, on ne peut pas être concurrencé sur le marché. Sur le marché. Sur le marché. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi ce que nous observons dans d'autres domaines aussi. Et vous voyez en quoi je me suis habillé.
Ah oui. Vous voyez, et vous imaginez très bien. Donc, il y a une manière d'amener les uns et les autres à s'aimer davantage, à aimer ce que nous produisons, ce qui est de chez nous. Oui. Et quand vous allez dans notre culture, par exemple, et vous voyez au niveau de certaines régions, quand on veut faire peut-être la dot, on exige certains tissus. Ce ne sont pas les tissus de chez nous qu'on exige. Donc tout ça, ça doit rentrer dans nos habitudes quotidiennes pour que chacun de nous comprenne que, bon, quand nous consommons ce qui est de chez nous, nous donnons un avantage, nous créons d'emplois chez nous. Puisque le problème de sous-emploi est lié à la non-consommation de nos produits locaux. Donc la maîtrise du marché dépend en majeure partie de la qualité du produit. Qualité, oui. La qualité du produit. Et comment arriver donc à intégrer, c'est-à-dire à élever cette option qualité-là dans nos productions au Bénin? Oui, c'est ça, je vous disais, monsieur le journaliste, au niveau du renforcement des capacités. Est-ce que vous voyez? Puisque nous avons des ingénieurs. Si je prends le domaine de l'agriculture, par exemple, oui. Nous avons des ingénieurs agronomes qui font beaucoup de recherches. Et souvent, ce qui est un peu marrant, c'est que les recherches ne sont pas souvent vulgarisées. Et là, le producteur, le paysan est toujours confronté à certaines difficultés. Non seulement ça, le paysan vit au quotidien et on fait les mêmes pratiques. Alors, vous aurez souhaité, par exemple, que la recherche soit davantage connectée à l'entreprise. À l'entreprise et que le dernier paysan aussi soit informé des nouvelles techniques de production. Ah oui, et ça va nous amener donc à avoir de la qualité. À une production de qualité. Par exemple, moi je prends, avant-hier, nous on était dans les collines pour pouvoir parler de la production de soja et que on était en train de donner une formation aux producteurs de soja. Mais à un niveau là, au moment où les gens doivent utiliser peut-être les insecticides, les paysans ne savent pas. Ce n'est pas à quelques semaines de la récolte qu'il faut utiliser les insecticides. Mais toutes ces informations, nous en avons besoin, les paysans en ont besoin pour pouvoir faire un produit de qualité. Sinon, c'est à la récolte maintenant qu'on va prendre la graine, le produit fini, pour pouvoir expérimenter. On va dire que non, que l'échantillon, c'est pas bon. Alors, si je comprends bien, l'option qualité doit être de mise depuis les champs. Depuis les champs. Si on parle bien sûr des produits agricoles. Des produits agricoles. Oui. Ce n'est pas seulement à la fin de la chaîne de valeur, que nous allons dire non, au niveau de la transformation, on va travailler sur l'hygiène, sur les normes, sur la qualité. Non, ça doit commencer depuis la production. Parce que si vous avez les matières premières... Il faut que les paysans aussi soient informés des besoins du marché, parlant bien sûr de la qualité, des normes et tout ça. Oui, c'est pourquoi je parlais des autorités politico-administratives. Vous savez que le monde agricole est très organisé au Bénin. Quand vous commencez au niveau du ministère, il y a les ATDA, il y a les directions départementales de l'agriculture et il y a les cellules communales de l'agriculture. Donc, c'est une structure, c'est bien structuré. Okay. Et là, les informations peuvent bien circuler. Et s'il y a le côté technique qui est là, le côté renforcement de capacité, et sur ce côté, on peut beaucoup miser et avant d'aller à la transformation. Merci beaucoup à vous. On comprend également toutes vos explications. On comprend aussi que pour maîtriser le marché local, il faut donc miser sur la qualité qui doit commencer bien sûr par les champs, depuis la matière première. Et pourquoi pas aussi donner aux Béninois, inclure l'amour du pays, des produits du pays aux Béninois. Et c'est de cela que nous allons parler demain, à travers bien sûr notre série Made in Bénin, enclenchée bien sûr cette semaine sur la rubrique SP. On parlera de la communication audio, la communication visuelle, pour donc amener donc les produits béninois à avoir bien sûr une image positive, tout simplement. On continue avec vous sur le grand rendez-vous avant bien sûr le journal, une nouvelle rubrique, c'est autant savoir.
Bien sûr, on vous retrouve, chers téléspectateurs, sur Autant Savoir. Aujourd'hui, on est sur la toile, carrément, mais pour y retrouver quel produit, produit spécial, les répétiteurs, souvent à la maison, mais sur la toile, comment y arriver? Est-ce que c'est de qualité en réalité? C'est ça qu'on va vérifier sur Autant Savoir aujourd'hui avec Aniat Onifade Bello et son invité. C'est dans un instant, juste derrière cet élément. Regardez. Ils ne sont pas dans un cours ordinaire. Bien, aidez-moi à ressortir les chefs-lieux des départements du Bénin. Ces écoliers sont en pleine séance de cours de soutien scolaire. Dans la plupart des écoles primaires, ces cours qui ne sont pas gratuits sont organisés à l'intention de certains apprenants pour des raisons multiples. C'est sur la demande de plusieurs parents que nous avons, ensemble avec l'administration de l'école, commencé ces cours. Il y a aussi d'autres parents qui sortent tard de leur boulot et qui veulent que leurs enfants soient encadrés, que les enfants ne soient pas laissés pour contre qu'ils courent partout dans l'école. Déjà au cours de la journée, il connaît les enfants qui sont au cours du soir. Donc si ces enfants présentent des difficultés, il essaie déjà de noter au cours de la journée et c'est au vu de ces difficultés qu'il propose les exercices. Quand je me campe à mes enfants au primaire, ils vont aux études tous les mardis soir et vendredi soir, moyennant quelque chose. Et l'enjeu, c'est que le maître qui, de leur côté, passe aussi assez de temps avec eux, il arrive à pouvoir revenir sur beaucoup de choses. Parce que moi-même qui suis ici, je ne maîtrise pas l'approche par compétent, le nouveau programme au primaire. Avec cet accompagnement scolaire, le niveau des enfants s'améliore généralement et se traduit par des résultats souvent encourageants. Nous révisons des choses que nous faisons les matins si on n'a pas bien compris. On fait parfois des activités et le maître nous explique ce qu'on va faire le lendemain parfois. Lorsque le maître explique au cours du soir, je comprends. Il réexplique. Quand on ne comprend pas, il réexplique. Les enfants, au début, il y en a qui, en classe, ne réagissaient pas comme nous le souhaitons. Mais après ces cours de renforcement, je trouve que leur réaction a connu d'amélioration. Sur 3 ans maintenant où ils ont commencé, j'ai vu une automatisation de l'apprenant, la manière d'aborder les choses plus facilement et puis ça fait que l'enfant est épanoui. L'objectif de cette aide est de contribuer à la réussite scolaire des apprenants. Pour les cours qui se déroulent en fin de journée, certains parents s'interrogent cependant sur leur efficacité. Si juste après ça là, on lui impose encore, je ne sais pas, d'autres cours, je trouve que c'est le surchargé. Et je me demande souvent si les enfants arrivent à recevoir, à percevoir le message comme cela se devait. Moi, il ne reste pas en place. Mais en venant à la maison, la maman a l'habitude de dire, si les enfants reviennent, ils reviennent tout fatigués. Si on leur dit de prendre un cahier, c'est pour commencer par dormir. Donc elles ne savent pas ce qu'ils ont fait exactement à l'école. Selon les spécialistes des questions éducatives, aménager l'emploi du temps tout en le conciliant avec les activités extrascolaires permettrait à l'enfant de s'épanouir davantage et surtout de produire de meilleurs rendements scolaires. Allez, merci beaucoup donc à Fulgencia Ontondi pour ce reportage qui parle bien sûr de soutien scolaire. On revient en plateau pour parler bien sûr des répétiteurs qu'on peut donc aller trouver en ligne et qui viendront à la maison enseigner vos enfants de façon physique. Mais un répétiteur trouvé en ligne, est-ce que c'est de qualité? En griffe, le point d'interrogation va être levé tout à l'heure par notre invité Jean-Marie Yalingpon. Il est créateur du site de répétiteurs. C'est ça, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à vous, Aniat Onifade Bello, d'avoir décroché en tout cas, c'est pas ce propriétaire d'idée pour nous. Celui qui a eu l'idée en tout cas de créer quand même une plateforme sur laquelle on peut aller donc trouver un répétiteur pour son enfant.
Voilà, c'est clair, hein, s'il fallait avoir cette idée, si l'idée n'existait pas, il fallait l'avoir, c'est sûr. On en parle sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir le grand rendez-vous. Déjà, ma question, monsieur Jean-Marie Alinkpong, c'est de savoir pour vous, un bon encadreur, c'est quoi? Un bon encadreur, un bon répétiteur, c'est toute personne qui a pour fonction d'expliquer à des élèves, à des apprenants, la leçon d'un enseignant. D'accord. Il revient sur les notions abordées en classe, il aide à comprendre, il aide à faire les travaux, il aide à faire les exercices. Il ne fait pas les exercices à sa place, il l'aide plutôt. Il aide à faire les exercices. Oui. Il répète ce que l'enseignant a dit en classe. Oui. D'où son nom, répétiteur. Alors, Hachim Gaba, monsieur Alinkpong est aussi enseignant. On se demande si c'est ce qui vous a motivé à créer cette plateforme-là. Dites-nous un peu, comment vous en êtes venu à créer cette plateforme en ligne? Justement, je suis enseignant de mathématiques et dans le cadre de mes fonctions, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a plein de nos apprenants qui ont des difficultés à évoluer correctement en classe. Le besoin est là. Les parents sentent le besoin de prendre des répétiteurs, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, il nous est venu à l'idée, pourquoi ne pas créer une plateforme pour permettre à ces parents, en moins d'une minute, de 2 minutes, en 3 clics déjà, prendre un répétiteur. Donc, voilà la genèse de l'idée, on a mûri et puis on s'est lancé dedans et le site a eu le jour. D'accord. Mais vous avez dû vous faire accompagner par une équipe d'informaticiens pour pouvoir mettre en place cette plateforme. Comment s'est passée la collaboration avec l'aspect technique, justement? En plus de ma casquette de professeur de mathématiques, j'ai eu la chance de faire une formation en informatique. Donc, avec mes amis, quand l'idée a germé, on s'est mis ensemble, on a développé. Donc, de l'idée à la finalisation, j'y étais, puisque je suis dans le monde enseignant, je connais. Et également, j'ai un pied dans l'informatique. Donc, l'aspect technique, on a géré ça entre amis. D'accord, mais quand on parle souvent de dématérialisation, souvent on est réticent ici au Bénin. Est-ce que vous pensez que selon notre société, un parent d'élève qui va avoir son encadreur en ligne va y croire forcément? C'est pas évident, vu la psychologie du Béninois en général. Les répétiteurs dans notre société on les recrute par recommandation. Donc, c'est difficile aujourd'hui qu'un parent de son propre chef aille sur une plateforme pour dire je veux recruter un répétiteur, à moins que quelqu'un ait fait l'expérience et lui en a parlé. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener les parents à nous faire confiance pour aller sur la plateforme. Donc, dans cet objectif, on a mis tout un système en place pour que les parents ne soient pas déçus. Une fois qu'ils sont sur la plateforme et qu'ils ont fait l'expérience, qu'ils puissent recommander la plateforme à leurs voisins, à leurs amis. Et ça dit déjà qu'il y a des parents qui ont essayé votre plateforme, qui en sont satisfaits et qui l'ont peut-être déjà recommandé. Est-ce que ça marche vraiment? Ça marche. On ne me dira pas que ça marche, il y a très bien, puisque vu le système, c'est un peu, c'est petit à petit qu'on va changer les habitudes. C'est difficile de changer les habitudes. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de communiquer autour de la plateforme. Ceux qui en ont fait l'expérience, on a eu de retours positifs, puisqu'on a mis un système en place de telle sorte que si aujourd'hui, vous faites l'inscription, vous en faites la commande d'un répétiteur, dans la journée, il y a un commercial qui va prendre contact avec vous. Okay. Et déjà, nous allons vous rencontrer, définir des buts précis et clairs, atteignables, avant de commencer. Ah, donc la négociation se fait de façon physique? Oui. En présentiel? Oui. Et non en ligne? Non. Ah, d'accord. Donc, les parents viennent juste faire la demande? Et il fait la demande sur la plateforme. C'est un formulaire genre, un article qu'on est en train d'acheter. D'accord. Tu as un apprenant qui a des difficultés en mathématiques en classe de 5e, tu vas sur la plateforme,
Tu choisis mathématiques. Tu choisis mathématiques, tu choisis la matière et la classe, les jours où l'enfant, les disponibilités de l'enfant, tout ça c'est déjà prédéfini. D'accord. Mais les problèmes de l'enfant, est-ce que déjà sur la plateforme on en parle ou bien c'est après que vous parlez des objectifs à atteindre? La version que nous avons de l'application, nous ne parlons pas des difficultés de l'enfant. On va vers les parents pour en parler. Et c'est de là on définit clairement les objectifs qu'ils veulent pour l'enfant. Et comment arrivez-vous à trouver des enseignants à qui il faut faire confiance? Parce que il y a aussi la réputation. Justement, notre plateforme, ce n'est pas uniquement pour les parents. Nous avons fait la plateforme de telle sorte que les enseignants qui désirent avoir ces cours puissent s'inscrire aussi. Sur le formulaire, ils ont leur CV, tout ça là. Et nous mettons un point d'honneur à recruter que des enseignants qui sont en situation de classe. Parce que nous pouvons recruter des étudiants, mais nous avons voulu recruter que des enseignants qui sont en situation de classe. Il y a une équipe, après l'envoi du formulaire du CV, on étudie le CV, on vous fait appel, et c'est après toute une série de... Est-ce qu'il y a des tests pour au moins tester le niveau, parce que ce n'est pas seulement tous les enseignants qui ont des classes, qui ont forcément peut-être le niveau pour être de bons répétiteurs. Les tests, c'est au cours de l'entretien, c'est pas seulement, il y a des CP qui travaillent avec nous, il y a donc c'est tout un ensemble de trucs là. Pour assurer la garantie. Puisque aujourd'hui, s'il y a un parent qui fait une mauvaise expérience, c'est tout le système qui sera remis en cause. Donc, nous étudions correctement les dossiers et tout ça. D'accord. Mais pour l'instant, la plateforme n'est disponible que pour le Bénin ou vous songez à internationaliser le concept? Pour le moment, nous sommes au Bénin. On travaille au Bénin. On espère pouvoir aller dans les pays les pays limitrophes du Bénin. Mais pour le moment, nous consacrons nos efforts au Bénin et quand l'idée va prendre, on espère internationaliser. Mais dites-moi, vous gagnez quoi à mettre en place une plateforme pour faire recruter des répétiteurs? Vous gagnez quoi, vous? Puis ce n'est pas vous-même qui allez forcément sur le terrain encadrer les enfants. Oui, nous, notre business plan repose sur ce que les parents vont donner. Au fait, les parents ne négocient pas avec les enseignants. Ah, d'accord. Nous prenons tout en charge. Donc, c'est vous qui payez les enseignants. Justement. Nous prenons tout en charge. S'il y a un problème, si nous avons par exemple un répétiteur en mathématiques, vous constatez que celui-ci ne répond pas à vos exigences, il suffit de nous faire signe et nous allons vous le changer automatiquement. D'accord. Donc, ça règle un problème. Le parent ne se tracasse plus à avoir un répétiteur. Les enseignants, de leur côté, sont obligés de respecter leur engagement. Je me demande, en ce qui concerne le suivi même du déroulement des répétitions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir ce que le répétiteur fait avec l'enfant? Il y a des évaluations que nous faisons. L'enfant qui a eu le répétiteur, puisque c'est l'enfant qui est le véritable évaluateur. Si j'envoie un répétiteur à la maison et que l'enfant n'est pas réceptif à l'enseignement du répétiteur, il va le faire savoir. Le meilleur évaluateur, c'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est l'enfant. Quelqu'un d'autre vous dirait que ce sont les notes de l'enfant. Si on prend un nouveau professeur de mathématiques et que l'enfant a de meilleures notes, on se dit tout de suite que c'est à cause du répétiteur, mais vous allez au-delà. C'est pas évident que ce soit, parce qu'il y a un processus, les notes ne changent pas du jour au lendemain. D'accord. Peut-être que l'enseignant qui était là, vous ne lui avez pas donné assez de temps pour mettre en pratique ce qu'il doit faire. Et peut-être quand l'autre est venu, c'est en ce moment que l'enfant a eu le temps de pouvoir assimiler ce que l'autre lui a appris.
Bon, voilà, ça peut arriver. Donc les notes ne sont pas à titre indicatif. Non, le meilleur évaluateur, c'est l'enfant, vraiment. Oui, c'est l'enfant. Si vous faites bien votre cours, c'est l'enfant qui dira « Ah, le professeur là, il est bon. » D'accord. Alors, à Siom Gaba, nous avons voulu montrer qu'au Bénin, ça bouge énormément avec le numérique et qu'il n'y a aucun secteur, comment dirais-je, qui se laisse dépasser. Ouais. Aujourd'hui, alors, c'est possible pour des parents de pouvoir avoir des répétiteurs en ligne. Je crois que c'est quand même une innovation qui méritait d'être partagée. Tout comme le grand rendez-vous n'est pas épargné, puis c'est souvent en ligne aussi. Sur YouTube, vous pouvez aller voir le grand rendez-vous sur le site web de l'ORTB, ortb.bj. Vous aurez donc tous les numéros du grand rendez-vous là-dessus. Il est l'heure du journal. On va retrouver Estelle Pazou dans la rédaction de BB24, 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Conjuguer parfaitement vie professionnelle et vie conjugale, c'est un défi quotidien pour les femmes des médias. Elles se sont outillées sur le sujet, le point dans ce journal. Pour la Journée internationale des droits de la femme, les femmes Nyonou à Gaudier ont choisi le combat pour un environnement sain. Elles ont marché contre les sachets plastiques. Et puis l'autre combat pour toutes les femmes, c'est d'être en bonne santé. Et pour marquer le 8 mars, l'ABP leur a offert un dépistage du VIH et du cancer du col de l'utérus. Et on ouvre par cette brève. Au Bénin, le kilogramme de noix de cajou reviendra à 400 francs CFA durant la campagne de commercialisation 2018-2019. Ce tarif qui marque une baisse de 250 francs par rapport au barème de la saison précédente s'explique par une situation mondiale marquée par des problèmes d'écoulement de la matière première. Pour rappel, le Bénin est actuellement 4e fournisseur africain de la noix de cajou, derrière la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée-Bissau. Venons-en aux femmes. À l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, les femmes Nyonou à Gaudier ont choisi la cause environnementale. Elles entendent lutter à tout prix contre les sachets plastiques non biodégradables et s'engagent pour leur éradication. Elles l'ont manifesté à travers une marche. Enoch Kompati, Miché Elewe. L'usage des sacs plastiques au Bénin est ancré dans les mœurs. Difficile de s'en passer. La population l'utilise sans retenue. Stop aux sachets plastiques non biodégradables au Bénin. C'est ce que veulent ces femmes de l'ONG Nyonou à Gaudier. Ce 8 mars, Journée internationale de la femme. Elles marchent pour réclamer le démarrage de la phase répressive. Nous, femmes de l'ONG Nyonou à Gaudier, demandons à vous, chères autorités, pourquoi la répression traîne. Pourquoi l'application de la loi portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques au Bénin n'est toujours pas une réalité. Et pourtant, ces sacs plastiques non biodégradables constituent de véritables problèmes aussi bien à la santé qu'à l'environnement. Ils polluent les rues de Cotonou et d'autres localités du pays. Ces sachets font même partie du décor. Vous ne pouvez pas parcourir une rue ou ruelle des grandes villes du Bénin sans piétiner une masse de sachets et de toutes les couleurs ou de pochettes d'eau transparentes communément appelées pure water, vidées et jetées dans les rues et dans la nature. Dans leur élan patriotique, ces femmes disent oui à l'utilisation des sachets biodégradables végétaux 100% amidon. Un message bien accueilli par les autorités du ministère du cadre de vie et du développement durable et de la préfecture de Cotonou. Nous vous félicitons pour cet engagement que vous avez. Le ministère du cadre de vie travaille à mettre en place les instruments juridiques parce qu'on ne peut pas passer de la loi directement à l'exécution. Ça peut paraître long, mais sachez que le ministère ne dort pas. Si cette répression n'a pas commencé jusqu'à aujourd'hui,
c'est parce que l'État prenait les dispositions pour que les sachets biodégradables soient disponibles dans le pays. Ne vous en faites pas. Elle va commencer très bientôt. Elles repartent dans l'espoir de voir un Bénin sans sachets non biodégradables. On reste avec les femmes, concilier vie professionnelle et vie conjugale. C'est autour de ce thème que les femmes professionnelles des médias ont échangé lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Travailler est certes un droit pour la femme, mais elle ne doit pas perdre de vue son foyer. À travers exemples et différentes communications, elles ont fait le tour du sujet. Bénédicte Kossou, Gloria Oni. Que dire? Quoi dire? Quand dire, comment le dire? Et à partir du moment où vous avez réglé ce problème, il peut être l'homme le plus difficile au monde, mais c'est lui-même qui prendra votre sac et vous aidera même à rentrer dans la voiture pour aller faire le débat politique. L'art de communiquer, la force des femmes des médias. Elles se sont retrouvées en conclave lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme afin de renforcer leurs acquis en matière de gestion de la vie professionnelle et celle conjugale. Quand nous devenons une femme professionnelle, il y a tellement de contraintes qui nous empêchent de nous épanouir dans notre vie familiale. Qui plus est quand nous choisissons la profession des médias. Parce que les médias nous pompent vraiment la vie. C'est un sacerdoce. Ce sont des métiers qui occupent tellement d'espace dans notre existence que nous avons du mal vraiment à retrouver nos marques dans la famille. La reconnaissance de l'autonomisation des femmes a refait surface lors des échanges. Un être humain qui est une étincelle de son créateur comme l'homme est une étincelle de son créateur. À partir de ce moment, il est question de se dire « Je dois pouvoir m'autofinancer. Je ne dois pas être à la merci de qui que ce soit. Je ne dois pas être l'esclave de qui que ce soit. » Vous pouvez être femme au foyer et vous autofinancer. Parce que vous pouvez faire votre commerce à la maison. Ne rien faire du tout et croiser les bras, ça pose problème. Et pour que la femme s'autonomise, il faut non seulement y travailler, mais faire aussi d'énormes sacrifices. C'est qu'il faut se lever tôt. Quand vous avez un bébé, par exemple, vous êtes obligé de vous lever tôt, de vous occuper du bébé avant de le déposer à la crèche ou de le laisser à la nourrice ou à la belle-mère ou quelqu'un. En tout cas, la maman doit regarder d'abord comment est son enfant, son bébé, avant de sortir de la maison. Quand vous rentrez à la maison, enlevez votre manteau de femme professionnelle, femme des médias, mettez ce manteau-là dehors, entrez et consacrez-vous à 100% à votre famille. Selon un rapport publié récemment par le site Figaro, une femme sur 3 est autonome au Bénin et 80% des femmes des médias sont mal vues. Pour le 8 mars, l'Association béninoise pour la planification familiale a quant à elle pensé à la santé de la femme. Elle a organisé une séance gratuite de dépistage du VIH et du cancer du col de l'utérus chez la femme. Soucieuses de leur bien-être, elles étaient plus d'une centaine à faire le déplacement. Mathieu Sokenou, Lazare Migrant. C'est les deux cancers qui, d'une manière silencieuse, rongent les femmes et puis les tuent. Le cancer de sein et le cancer du col de l'utérus. Au Bénin, sur 100 personnes, 10 sont exposées au risque de contracter un cancer. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 2000 cas de décès sont liés aux maladies cancéreuses. 23,6% pour le cancer du col de l'utérus et 23,3% pour le cancer de sein enregistré en 2018. Pour le dépistage du cancer du col, je crois qu'on est en train de florescent, parce que là, toutes les femmes ne peuvent pas le faire. Si elles sont dans les bonnes conditions pour le faire, on leur offre ce service. Maintenant, si elles ne sont pas dans les conditions requises, on les laisse et après, elles reviennent. Mais pour le cancer du sein également, c'est toutes les femmes qui sont disponibles pour ça. Donc, on a dépassé déjà 150 également. À l'intérieur de cette clinique mobile, certaines femmes procèdent à leur test de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. Ensuite, de différents services sont proposés aux femmes désireuses d'opter pour la planification familiale.
Nous offrons les services PF également et c'est souvent le choix éclairé de la femme. On ne lui impose rien. Donc, je peux dire que là maintenant, les méthodes les plus choisies, c'est les implants, notamment le Jadel qui dure 5 ans. Nous avons aussi les autres méthodes, notamment le Nouristera, l'injection de 2 mois. Nous avons les pilules également que les gens prennent. Nous avons également le stérilet que nous offrons, toutes les méthodes. Il y a des femmes qui ont reçu le collier du cycle également. Des conseils pour séparer les naissances. En même temps, on leur donne des conseils pour les contraceptifs, les préservatifs, pour une bonne planification familiale. La maîtrise de son propre corps. Le nombre de grossesses qu'elle doit pouvoir, comment les espacer, même si elle doit en avoir beaucoup, comment les espacer pour pouvoir refaire son corps avant d'aller vers une autre grossesse. Cette séance permet à cette femme de connaître son état sérologique. J'ai déjà fait celui de VIH, le test est négatif. J'attends l'autopalpation. C'est ça que j'attends maintenant. Au Bénin, le cancer se détecte à un stade tardif. Plus tôt le dépistage est fait, plus le mal est détecté et traité. Entre Aïcha Ndiaye et le coaching sportif, ce n'est pas qu'une histoire de métier. Il y a également le don de soi et la rigueur. On parle là d'une femme entraîneur sénégalaise qui connaît d'ailleurs très bien le monde sportif à Dakar. Nos confrères de la radio-télévision sénégalaise sont allés à sa rencontre. Sur et en dehors du terrain, Aïcha Henriette Ndiaye force le respect. L'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport a un palmarès très riche. Moi, je suis passé par les gazettes de la municipalité de Dakar qui s'entraînent au niveau de Dakar Sacré-Cœur à Dakar. Et après, je suis parti aux Aigles de la Médina. Après, je suis parti avec les Sirènes de Grand Yoff. Et là, j'ai fini avec l'équipe de Sirènes de Dakar. Et aujourd'hui, je suis là pour coacher. Vous avez entraîné des Dakar? Oui, j'ai fait pas mal de clubs navétanes, ça veut dire l'ASC Grande Médine de Dakar, avec l'ASC Djamalaï de Yoff. En plus du Casa Sport, Aïcha Henriette Ndiaye gère également son école de football et l'équipe nationale des U20. Même si elle reconnaît que c'est très difficile de gérer toutes ces équipes, son amour pour le football prend le dessus, surtout. Bon, mais c'est pas facile parce que, étant donné si je suis en regroupement avec les U20, et là je perds pas mal de temps avec l'équipe féminine. Ce qui fait que les résultats n'ont pas assez donné. Mais cette année, malheureusement, il n'y a pas eu 20. Paris, il y a eu 17. Nous ne sommes pas au niveau du regroupement. Et là, je me suis consacré avec le club qui est actuellement en phase aller en première. Ce qui fait que même avec l'école de football, ça peut s'allier. Parce que pourquoi? Les gosses s'entraînent le mercredi et le samedi soir et le dimanche matin. Ce qui fait que l'équipe féminine n'a pas de match le samedi. Nous, on joue que les dimanches. Et là, je peux allier les deux. Le fait que je sais transmettre ce que j'ai appris en matière de coaching et donner aux joueurs le meilleur de moi-même. Et que cette confiance est là. Parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes qui n'acceptaient pas avant d'être coachés par une dame comme moi qui est là. Et là, maintenant, c'est facile parce qu'ils ont déjà dégusté ce savoir qui est là en moi et qui les a permis d'aller de loin. Pour cette année, Aïcha Henriette Ndiaye sur le banc du Casa Sport, c'est 5 matchs pour 4 victoires et 1 défaite. L'équipe du Casa Sport est première de sa poule. Coach Aïcha veut marquer de son empreinte son passage dans son club de cœur. Oui, je peux dire que c'est une grande performance, mais le meilleur reste à venir parce que pendant que le Casa est né en équipe féminine, on n'a jamais eu de trophée. Et moi, j'aimerais bien cette année ramener le trophée en championnat, soit en Coupe du Sénégal, pour dire aux dirigeants à Casa, voilà ce que mon roi m'a donné, voilà ce que j'ai récolté. Cette journée du 8 mars, le coach du Casa Sport l'a dédiée à toutes les femmes, particulièrement aux mamans. À toutes les mamans du monde. Pour leur dire que cette journée-là, c'est pour vous et que ça sera toujours une journée de la femme, pour ces braves femmes, ces braves dames qui nous ont mis au monde, qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver là. Coach Aïcha ambitionne de gagner le championnat cette saison et de remporter la Coupe du Sénégal pour, dit-elle, faire honneur aux dames. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée, Estelle Pazou. Rendez-vous demain à 19h45, c'est ça, hein? C'est bien ça, Assim. Bonne soirée à vous également. Allez, merci beaucoup. On continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. Et tout de suite, on va retrouver l'invité, bien sûr, du monde agricole. Oui, c'est la rubrique qui suit le journal.
Monde agricole ce soir, nous parlons de la banque agricole. Oui, ça existe dans pratiquement tous les pays, mais au Bénin, il paraît qu'il n'y a pas encore de banque agricole, mais c'est un souhait des acteurs. Et on a sur ce plateau un de ces acteurs-là qui viendra donc nous dire mais pourquoi une banque agricole au Bénin. On va y réfléchir dans un instant. Pour le moment, on suit d'abord le reportage. Aujourd'hui, dans le monde agricole au Bénin, les défis sont multiples. Au nombre de ceux-ci, la question du financement. Pour produire, transformer, acheminer leurs produits sur les lieux de vente, les producteurs fonctionnent bien souvent sur fonds propres. Adopter une bonne politique de financement serait une solution pour aider ces acteurs souvent financièrement essoufflés. La création d'une banque agricole ou d'un fonds de développement agricole se pose désormais comme impératif. De cette condition dépendrait une bonne préparation des campagnes agricoles. Les exportateurs, quant à eux, vont se réjouir d'un soutien financier disponible. Les transformateurs des produits agroalimentaires vont bénéficier de financements nécessaires pour la matière première et pour mettre en place l'équipement technique adéquat indispensable à une transformation de qualité. Les exportateurs, quant à eux, vont se réjouir d'un soutien financier disponible. Les transformateurs des produits agroalimentaires vont bénéficier de financements nécessaires pour la matière première et pour mettre en place l'équipement technique adéquat indispensable à une transformation de qualité. Les petites entreprises agricoles en milieu rural vont alors se positionner sur les marchés de consommation régionaux et nationaux. La création d'une banque agricole va aussi encourager plus de jeunes à entreprendre dans le secteur agricole. Elle va permettre aussi de rassurer les investisseurs. Pour rappel, le secteur agricole a contribué à environ 20% du PIB en 2017, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un commentaire sur image de Marcel Gbetokwa qui nous disons merci beaucoup pour ce travail. On revient en plateau avec M. Jacques Balogun. Il est producteur, il est maraîcher également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et venir nous parler de ce souhait, nous exposer ce souhait que vous nourrissez, vous, en tant qu'acteur agricole, en tant que maraîcher et tout le reste, mais une banque agricole. Pourquoi ? Merci beaucoup de m'avoir d'abord invité sur ce plateau. Souhait, bien sûr, mais opportunité en ce jour où la banque agricole est devenue une importance qui ne dit plus son nom au Bénin. Avoir aujourd'hui les opportunités que le monde agricole offre aujourd'hui à ce corps de métier, je dirais, bon, l'agriculture en son sein au Bénin, comme on le dit, nourrit plus de 70% de la population béninoise et tient compte aussi de plus de 20% du PIB de notre pays. Mais on prétend dire que le monde agricole est sans banque, sans financement, et on se dit qu'est-ce qui ne va pas. Et ça dit que les banques commerciales qui sont sur le terrain ne vous financent pas, n'acceptent pas vos propositions de financement, c'est ça? Oui, en partie, au fait, les banques qui sont sur le terrain, commerciales qui sont sur le terrain, ont de doutes à nous accompagner. Et je vois qu'ils ne taillent pas d'importance à ce casse-tête que nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs agricoles, on porte. Quand on prend par exemple le monde maraîcher de notre pays, c'est déjà habillé de la tête jusqu'aux pieds, où partons des organisations professionnelles de la base jusqu'à la tête au sommet en matière de fêtière, c'est déjà organisé au point où il y a une sécurité autour duquel s'ils viennent investir, sûrement ils auront un retour. Lorsqu'on prend le monde de Nanana, déjà
une fêtière, de Naraka déjà une fêtière qui sécurise un temps soit peu le monde agricole, qui pourra quand même donner plus de garanties à ces banques qui vont dans le temps, s'ils viennent dans le pays, s'inscrivent et s'investissent dans ce corps, ils auront sûrement le retour. Donc, certainement que vous avez des arguments pour rassurer les uns et les autres que au niveau des agriculteurs, ça marche quand même et qu'ils ont aussi cet argument-là pour accepter et investir dans ce secteur au Bénin. Aujourd'hui, on peut rassurer tout un chacun de nous que le monde agricole est la source de richesse de notre pays, le Bénin, et que lorsqu'on s'investit, sûrement on a de retour. On a le retour. Oui. On a le retour et une banque agricole, ça n'existe donc pas au Bénin? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Et comment arrivez-vous donc à faire financer vos projets, vos entreprises? Juste là, bon, c'est de façon individuelle que tout un chacun de nous s'investit dans ce domaine. Et nous allons quand même passer par ce canal pour dire merci au gouvernement actuel qui quand même a pu reconduire la FNDA, qui est Fonds national pour le développement agricole. Qui travaille pour le bien-être de ce monde agricole. Oui, et ça dit que vous auriez souhaité avoir une banque agricole en lieu et place de ce fonds-là? Oui, une banque agricole, c'est bon. Ce fonds est bon, mais une banque agricole est plus mieux parce que lorsque le producteur à la base se lève aujourd'hui et dit « Tiens, j'ai besoin de tel fonds pour alimenter ma production », face aux aléas que nous voyons aujourd'hui autour de ce corps agricole, on se voit vraiment délaissé, on se voit quand même bafoué par des banques commerciales qui, avec leur taux toujours à la hausse, vraiment n'arrangent pas surtout les producteurs à la base. Donc il faut donc des critères, c'est-à-dire un format de prêt qui soit vraiment adapté au secteur agricole. Normalement, du fait que l'agriculture d'abord est un sacerdoce, il faut quand même nous alléger la tâche. Sinon, travailler pour nourrir toute une nation n'est pas quelque chose d'aisé. Et si on le fait, il faut toujours avoir d'accompagnement un système en place qui pourra quand même regarder. Alors, dites-nous alors, quels sont ces facteurs-là qu'il faut donc mettre en application, qu'il faut donc intégrer à un prêt qui soit adapté au monde agricole? Il faut partir du taux de recouvrement des prêts. Okay. Le taux de recouvrement des prêts aussi par rapport aux banques commerciales ne correspond pas du tout au monde agricole, parce que le monde agricole, c'est des activités saisonnières où lorsque tu fais face à une saison et que tu n'arrives pas à satisfaire de façon concrète les atouts qui gangrènent la saison, tu es obligé de reporter encore cette saison à une autre saison. Et les banques commerciales n'attendent pas ça, n'aiment pas du tout écouter ça. Et le taux augmente toujours par rapport à ces types de facteurs auxquels nous, les producteurs aussi, aujourd'hui, nous sommes exposés. Donc les banques agricoles prennent en compte déjà tous ces paramètres-là? Normalement, les banques agricoles doivent prendre en compte tous ces paramètres. Les aléas climatiques, le producteur, l'assurance liée à son activité, lorsqu'il lance la production, et c'est que de tel à tel temps, j'ai une échéance à payer, et qu'il se fait face que ce n'est pas de sa volonté qu'il n'arrive pas à payer l'échéance, il doit avoir encore un autre système pour refinancer ce dernier, pour pouvoir faire face à ses obligations. À cette obligation-là, et donc c'est très important qu'on mette en place une banque agricole au Bénin. C'est la moindre des choses qu'il faut aujourd'hui pour booster le système agricole de notre pays, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agriculture révélée, qu'on n'apporte pas ces systèmes pour agrémenter un peu, rendre un peu plus favorable, productif, je dirais même, le système agricole de notre pays. Vraiment, ça reste à faire. Ça reste beaucoup à faire. Alors, pour mettre en place une banque agricole au Bénin qui doit prendre la décision, est-ce que c'est l'État ou les acteurs eux-mêmes qui doivent peut-être penser à faire appel à cela? Est-ce que vous en avez quand même parlé à l'État béninois pour ça? Là, parlons de la mise en place d'une banque agricole au Bénin. L'État a un grand rôle à jouer. Okay. Parce qu'il faut quand même... on dit souvent que la banque vit sur des intérêts. Et lorsque l'État n'accompagne pas ces banques agricoles à accompagner les producteurs et que la banque va venir face à ces intérêts, le taux serait toujours le même, toujours commercial, autour duquel ils n'auront pas le choix à s'imposer à nous. Et lorsque le gouvernement
ou bien les autorités accompagnent ces banques à s'implanter dans ces secteurs agricoles, alors nous aurons plus de facilité à nous alléger la tâche pour la bonne marche de notre économie agricole. Alors, et si un jour l'État, bon, en l'absence bien sûr d'une banque agricole proprement dite, mettait en place un système qui permette bien sûr aux banques commerciales de vous donner ces avantages-là, de mettre en place, d'impliquer au prêt ou bien de concevoir un prêt spécial pour le monde agricole. Est-ce que ce serait déjà pas un grand pas? Ce serait un grand pas et pour booster l'économie agricole et amener tout un chacun de nous à l'autosuffisance alimentaire, comme on le dit. Parce qu'on ne peut pas imaginer, on dit souvent que la vallée de Lomé à côté est le deuxième vallée le plus riche au monde et que le Béninois, juste à ce jour, mange mal. Il ne sait pas en réalité la qualité de ce qu'il mange. Il ne sait pas en réalité tout ce qui entre en ligne de compte de ce qu'il mange juste parce que il n'a pas, le producteur à la base n'a pas un système qui va lui alléger la tâche pour donner la qualité de la production qu'il faut. Pour cela, il faut nécessairement avoir une banque agricole pour quand même faire sortir une production de qualité, sécuriser le marché et aller au-delà, nourrir mieux le Béninois. Nourrir mieux le Béninois, donc une banque agricole, c'est plus qu'on soit au Bénin, mais ce sera plutôt un soulagement pour vous et ça va davantage contribuer à l'économie béninoise, au développement de l'économie béninoise. Exactement, un soulagement pour nous les producteurs et un développement de l'agriculture dans le Bénin entier. Alors vous aussi, acteurs, vous avez certainement un rôle à jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut davantage mieux s'organiser. Là, j'ai dit tout à l'heure que le monde agricole de notre pays a déjà porté cet habillé de la tête jusqu'aux pieds, où les organisations de base sont déjà en place et on est arrivé à avoir les coopératives de base. Des coopératives de base, on est allé aux unions communaux. Des unions communaux, on est allé aux unions départementaux. Des unions départementaux, on est allé aujourd'hui à la fêtière, où l'organisation de base est déjà là. La sécurisation des fonds qui seront à notre disposition, le système sécuritaire des fonds est déjà en place, où lorsque la banque est à notre disposition, vraiment on pourra parler ensemble pour que vraiment remédier à des causes plus concrètes dans le monde agricole. Dans le monde agricole. Oui. Merci beaucoup à vous de nous avoir fait part, bien sûr, de ces paramètres-là à prendre en compte en matière de création d'une banque agricole au Bénin et les avantages que le Bénin a donc à mettre en place une telle banque, à favoriser la création d'une banque agricole au Bénin. Merci beaucoup à vous. C'est à moi de vous remercier. À très très bientôt. On va retrouver tout de suite Adonis Boum pour la rubrique ActuWeb avant de partir. Allez, Adonis Boum nous retrouve sur l'actu web ce soir. Avec lui, nous allons parcourir un peu la toile et savoir en réalité quelles sont donc les informations, quelle est l'actualité sur la toile concernant bien sûr le développement, puisque c'est notre ligne éditoriale sur cette rubrique et particulièrement sur le grand rendez-vous. Bonsoir Adonis. Bonsoir. Alors, l'actu web ce soir, ça parle de dimanche, un dimanche sombre dans l'air, il faut le dire. L'aviation civile mondiale a connu des dégâts, des perturbations énormes et très sévères hier. Oui, bien de la nuit du samedi à dimanche, l'aviation civile, comme l'avait dit, c'était un dimanche noir ou bien dimanche sombre. Si certains s'en ont sortis avec quelques échymoses, couvertures, blessures, sueur froide, d'autres sont restés. On a totalisé près de 5 incidents d'avion dans la nuit de ce samedi à dimanche. Ah oui, ça vous a carrément mis un gros chat dans la gorge. Adonis, vous pouvez faire sortir le chat là, il n'y a pas de souci. Mes excuses. Ah oui, c'est bon. Nous commençons d'abord par la Colombie où au moins 12 personnes sont mortes dans un crash d'avion de ligne qui a su juste une décès régionale dans le centre du pays. Oh là là. Colombie. En Éthiopie, la vague la plus meurtrière, un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines qui reliait Addis Abeba à Nairobi, au Kenya, s'est crashé dimanche matin, 6 minutes juste après son décollage. 6 minutes seulement. 6 minutes.
L'appareil transportait 149 passagers et 8 membres d'équipage. Comment peut-on expliquer cela? 157 personnes. Bon, selon les quelques commentaires qui sont parvenus là, c'est le nouveau système anti-décrochage de Boeing, dont certains sont de soupçonner la fiabilité, parce que, pour rappel, le même avion, lors de sa sortie avec la compagnie Lion Air, avait eu le même crash. Ah oui. Le même avion. Donc, Ethiopian Airlines a décidé de mettre au sol tous les 8 appareils qui lui restent. Les Boeing. Oui, les Boeing. Carrément. En Côte d'Ivoire, Air France, qui partait de Abidjan, a perdu un de ses moteurs sur le Niger. Là, c'est Air France. Air France. Ah, mais là, c'est Airbus. Airbus, oui. En Turquie, 30 blessés à cause des turbulences dans un vol de Turkish Airlines. 30 blessés. 30 blessés. Au Canada, un Boeing 737 avait décollé de l'aéroport de Montréal-Trudeau, qui était en direction de Fort Lauderdale, en Floride. Plus tard, des indicateurs ayant révélé la présence de fumée dans la soute du vol a obligé les pilotes à atterrir d'urgence à l'aéroport de New Jersey. Ils étaient 189 passagers. 189 passagers, oui. Certainement quelques blessés, non? Oui, il y a quelques blessés. Concernant le vol d'Ethiopian Airlines, nous pouvons dire qu'il y avait près de 34 nationalités. 34 nationalités. 34 nationalités, dont 19 membres des Nations Unies. Qui sont partis comme ça? Pour les nationalités, il y a 32 Kenyans, 18 Canadiens, 9 Éthiopiens, 8 Chinois, 8 Italiens, 8 Américains, 7 Français, 7 Anglais, 6 Égyptiens, 5 Allemands, 4 passeports des Nations Unies, 4 Indiens, 3 Russes, 2 Marocains, 2 Israéliens, un Belge, un Ougandais, un Yéménite, un Soudanais, un Togolais. Un Togolais? Un Togolais, oui, c'est un jeune docteur. Oh là là, il n'y a pas de Béninois? Non. Bon. Heureusement. Mais nous prenons juste le commentaire de Alarik Mumbuyi Boye. Oui. Prière recueillement pour les 157 disparus et leurs proches suite au crash du vol Ethiopian Airlines effectuant la liaison Addis Abeba-Nairobi. Sincèrement. Oui. Il le faut et c'est très important. Nous accompagnons tout simplement ce message sur ce plateau. Le tweet de ONU Info. Oui. Accident d'avion en Éthiopie, des membres du personnel de World Food, du programme mondial. Mondial pour l'alimentation. Pour l'alimentation, qui allait à un sommet, ont aussi perdu la vie dans cette tragédie. C'est une vingtaine d'employés des Nations Unies. Qui partent comme ça. Oh là là. Et bien, second sujet. C'était vraiment un dimanche sombre. Là, ici, je pense que ça continue toujours oui. dans le noir, dans le carnet noir. Et Bernard Dadier, l'écrivain ivoirien, qui s'en est allé. À 103 ans, le samedi. 103 ans. 103 ans. Waouh. A annoncé le ministre ivoirien de la culture, Maurice Bandaman, pour qui la Côte d'Ivoire vient de perdre son plus grand écrivain et qui a souhaité un hommage national. C'est bon, il le faut, il le mérite. Oui. Bernard Dadier. Oui, Bernard Dadier. Et puis on parle à présent de record Guinness. Oui, je donne un petit commentaire de Mylène Merouachimen. Le décès de l'écrivain Bernard Dadier est une perte pour l'Afrique, particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Un vieillard qui meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Comment c'est une perte? Il a quand même écrit. Cette bibliothèque, on a une partie, cette bibliothèque-là quand même avec nous. Pour peut-être une génération qui viendra, bon, les livres sont toujours là. On ne refuse pas, mais est-ce qu'on aime lire? Il faut le lire. On va mettre ça en ligne. Voilà. Ça pourra marcher. Le record Guinness à 116 ans. Maintenant, le record Guinness de la nouvelle doyenne, c'est-à-dire la nouvelle doyenne de l'humanité, c'est 116 ans, elle a. Elle a 116 ans. 116 ans. Elle vit encore. Oui, c'est l'âge de la nouvelle doyenne de l'humanité. Le Guinness des records a désigné samedi Ken Tanaka, une japonaise. Et ce n'est pas la première fois que le Japon peut se prévoir de détenir le record de longévité. Ah oui, il vit bien là-bas. Oui. Ken Tanaka a beau être la femme la plus âgée au monde, elle a toute sa tête. Et passe ses après-midi à étudier les mathématiques et pratiquer la calligraphie. Et pas de grasse matinée pour la doyenne de l'humanité. Tous les matins se réveille à 6 heures. À 6 heures, pas de grasse matinée. Pour une femme de 116 ans. 116 ans. Au Japon. Wow. Précédemment, c'était Shiromon Kimura qui est mort en 2016 à l'âge de 116 ans. Ah, d'accord. Donc, elle a dépassé les 116 ans. Il faut dire aussi que là, elle n'a pas de grasse matinée. Elle ne fait pas de grasse matinée. Elle continue toujours d'étudier les mathématiques. Elle fait de la calligraphie. Alors là, chapeau. Hein. Nous allons terminer avec un petit potin. Edosi Yao.
Ah ouais, c'est vrai. Qui est à Cotonou. Elle est déjà là? Elle était à Cotonou. Elle était. Bon c'est vrai que je ne l'ai pas totalement suivi. C'est juste une vidéo qui a circulé sur la toile. Comme quoi qu'elle va venir à Cotonou? Non, c'est un de nos frères qui lui a fait un cadeau de 3 millions de francs CFA. Waouh! Et cette application, cette vidéo a engendré beaucoup de commentaires. Pas mener aussi à Bénin. Qu'est-ce que les ranches peuvent gagner de l'argent? 3 points de suspension. 3 points de suspension. On en continue. On en continue. On me fait point final pour cette rubrique Actu. Merci beaucoup à vous, Adonis, pour toutes ces informations. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. C'est pratiquement la fin de ce grand rendez-vous où on va faire appel au tableau météo pour la deuxième et dernière fois sur cette rubrique, sur cette édition du grand rendez-vous. Allez, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était un grand rendez-vous au grand complet ce soir. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était un grand plaisir. On va se retrouver demain à 19h00 pour une autre édition de grand rendez-vous avec le même plaisir et pourquoi pas la même verve. Ciao.